Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de Cartes sur table sur votre télévision et radio. Vous êtes 2 milliers à nous regarder, à nous écouter comme ça à travers le monde et à travers la province du Haut-Katanga. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois avec d'autres questions d'actualité sur notre table avec différentes cartes qui seront partagées entre différents politiques ici de toutes les tendances pratiquement. C'est un plaisir, comme je le disais encore une fois, de vous recevoir. La question de l'affaire de détournement de fonds alloués à la paye des intervenants dans les examens du test national de fin d'études primaires TENAFEP. Au cours de cette semaine, vous avez écouté la déclaration de Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais également la position de Gilles Alinguete. Cette cacophonie ou cette position de force fera l'objet d'une thématique de ce numéro. On parlera également de cette question liée à la désignation de prochains animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Visiblement, les confessions religieuses parlent toujours pas le même langage. À l'heure où je suis en train de vous parler, il y a les 6 confessions religieuses avec à leur tête le prophète Dodo Kamba. Ils sont en train de se préparer à tenir une conférence de presse pour probablement porter la candidature de Deli Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Comment comprendre toujours ces bois ou cette discorde entre les confessions religieuses? En tout cas, ça fera également l'objet d'une des thématiques de ce numéro. Pour débattre de ces différentes questions, de ces deux thématiques, je me fais accompagner par John Mbangou de l'SIDE, parti politique membre de la MUCA. Monsieur John Mbangou, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois sur Dynamique Télévision. C'est nous qui sommes plus qu'honorés d'être sur ce plateau pour pouvoir parler de la République aux Congolais qui nous suivent en ce moment, à qui nous adressons nos salutations patriotiques, tout en saluant notre co-débatteur de ce soir. Le parti se porte bien? Tout va bien? Rien à signaler. En tête, toujours prêt, ou vous êtes très prêt pour aller aux élections de 2023? Tout va très bien, tout va très bien. Et d'ici peu, M. Tshisekedi et son régime de la honte vont dégager. Et c'est en 2023. Monsieur Siwawaka, de l'UDPS, membre de l'Union Sacrée ou tête d'affiche de l'Union Sacrée, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Monsieur Michael. Bonsoir à mon co-débatteur et mes respects à tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment. Un signe pour dire que nous devons porter correctement nos cache-nez pour se prémunir contre la contamination du nouveau coronavirus. C'est très important. Ne les faisons pas comme des cache-mentons, mais portons-les correctement. Ça va de notre santé. Allez, on se fera rejoindre d'un moment à l'autre par Maître Khaled Banza. Lui, il est du Front commun pour le Congo. J'aimerais bien commencer avec vous, puisque la question vous concerne particulièrement. Jules Alinguete, Tony Mwaba, en tout cas, on se mesure. Et comment vous comprenez d'abord cette question de détournement de fonds liés aux prestateurs ou de surveillants qui sont intervenus dans le test national de fin d'études primaires? Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites de nous faire participer à ces débats citoyens. Je pense que la question devrait être reformulée. Il ne s'agit pas du détournement, mais il s'agit d'une tentative de détournement présumée. Pourquoi je pose cette problématique de compréhension des termes? Simplement parce que si nous partons du principe qu'il y a eu détournement, c'est que les fonds ont été décaissés et ont pris une autre direction que celle qui avait été, pour laquelle ils ont été décaissés, c'est-à-dire la paye des intervenants dans l'examen des TENAFEP. Ceci dit, il y a un problème d'incompréhension. Il n'y a pas forcément un problème de détournement. Il y a un problème de compréhension. Ces problèmes d'incompréhension résident à quel niveau? Il réside à ce niveau. Pour l'IGF, la police de la bonne gestion et de la bonne gouvernance, on pense que pour des fonds à hauteur de plus de 16 millions de dollars américains, il est important
pour besoin de bonne gouvernance, de traçabilité et de contrôle, que ces fonds suivent les circuits, soit bancaires, soit les circuits de pay-money, c'est-à-dire de monnaie électronique que nous utilisons avec nos téléphones portables. Ou passer par Caritas. Bien sûr. Parce que cela, il y a une sorte de traçabilité, il y a des traces qui peuvent faire en sorte que si en aval, il y a déjà une volonté délibérée de chipper une partie importante de ces fonds, que cela soit jugulé. De l'autre côté, nous avons le ministre, M. Tony Mwaba, le professeur, qui est un grand warrior et un grand bosseur, l'espoir de la gratuité de l'enseignement primaire, se référant à la situation actuelle où tous les intervenants, notamment le surveillant, ne font pas partie du secteur primaire de l'EPST. En d'autres termes, ce ne sont pas simplement les enseignants et le personnel administratif de l'EPST qui sont intervenus dans le contrôle de TENAFEP, des examens de fin d'études de primaire. Il s'est posé une question logique pour se dire, est-ce que est-il important pour des personnes qui vont bénéficier, par exemple, entre 40 000 et 70 000 francs, qu'on les exige d'ouvrir un compte bancaire et le frais de tenue des comptes et d'ouverture des comptes qui va le prendre en charge? Est-ce que est-il nécessaire à aller sur ce point? Mais là, aujourd'hui, ce débat nous a permis de tirer une leçon importante. Ce qu'aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, le ministre exige une traçabilité. Bien sûr. Et ça, nous souscrivons. La bonne gouvernance veut que toute opération, même si vous voulez payer une craie, un papier, avec l'argent du trésor public, vous devez avoir des traces et vous devez justifier pourquoi vous avez payé cela. Et donc, la manipulation des fonds de l'État, de Métamé, est susceptible, cette manipulation, voilà pourquoi on parle de tentative de détournement. Cette manipulation des grosses masses d'argent de Métamé est susceptible de finir dans des poches des individus peu scrupuleux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous en sommes fiers. Pour terminer sur cette rapidement, dernière vous avez épuisé vos 3 minutes. Pour terminer, je veux dire que aujourd'hui, l'autosurveillance mutuelle qui s'est révélée avec d'un côté le professeur Tony Mwaba et de l'autre Gilles Alinghetti, où chacun s'ébat et pour que la bonne gouvernance soit le principe de notre gouvernance, est une première pour la République. Jamais nous n'avons vu un ministre se justifier de ce qu'il faisait. Jamais nous n'avons vu un inspecteur des finances. On va y arriver. Exigeant. On va y arriver. Et arriver jusqu'à ce point. Ça, c'est une première de la bonne gouvernance. Monsieur John Mbambe, Tshisekedi. Pourquoi cette demande de John Alinghetti devrait énerver Tony Mwaba pour faire ces différentes révélations, même parler de cette question des véridos qui devrait produire de cartes biométriques pour tous les élèves de la République? Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, c'est ce que nous étions en train de dénoncer dès l'arrivée du citoyen Tshisekedi à la tête de la République. Et parfois, les gens nous prenaient pour des fous. On savait déjà que le pouvoir du citoyen Tshisekedi, son régime, est un régime de malédiction. C'est trop fort, ça. Et comme tel, nous ne pouvions que plonger dans ce genre d'histoire. Écoutez, lorsque on nous dit que le ministre de l'EPSP a fait la demande pour payer ceux-là qui doivent surveiller les examens, nous pouvons faire des calculs simples. Et j'ai des difficultés à comprendre comment on peut les qualifier, on peut qualifier ces ministres-là de warriors sur ces plateaux. Chacun mérite un qualificatif par rapport à ce qu'il est. Quelqu'un qui incarne la malédiction du pouvoir public doit être considéré comme tel. Selon les informations qui nous sont parvenues,
c'était prévu que 30 000 surveillants soient payés par le trésor public. Et la somme qui était censée être touchée par les surveillants n'était pas la même. Ça variait de 40 à 70 000 francs. Lorsque nous prenons le maximum, 70 000 francs, nous le faisons par 30 000. Les téléspectateurs qui nous suivent avec leur calculatrice auront comme résultat, c'est une affaire de 1,50 million $. Et celui qu'on qualifie de warrior sur ce plateau a fait une demande de 16 millions. Et ce n'est pas seulement là. Lorsque nous voyons ce qui a été fait par M. Alinguete, son ami de l'EPSP nous a révélé que lorsque lui, le ministre de l'Enseignement, voulait intercepter les 2 millions De Veridos, Alinguete l'a appelé. Non, ça c'est une affaire, ces gens-là, c'est déjà la famille, nous nous connaissons, laissez passer. Tous sont dans la mafia qui caractérise le pouvoir, le régime de malédiction, avec à sa tête les citoyens Tshisekedi. On peut éviter ces qualificatifs. Non, écoutez, quand on dit malédiction, ce n'est pas une insulte. Lorsque vous êtes dans une république où on prend 2 millions de dollars, on donne aux Allemands, au moment où les enfants étudient la même leçon, on prend 2 millions s'il vous plaît, qu'on donne aux Allemands pour des soi-disant cartes biométriques qu'aucun enfant a eu jusqu'à ce jour. Baisser d'un ton, on est dans un débat dehors de ça, c'est énervant. Quand on voit qu'on joue avec l'argent du citoyen congolais, c'est plus qu'énervant. En dehors de ça, les mêmes Tony qu'on veut nous vanter sur ces plateaux, nous l'avons suivi pas plus tard qu'hier. Nous dire comment lui qui refusait le paiement de ces 2 millions est allé renégocier les mêmes contrats pour payer les mêmes 2 millions. Et avec la même firme allemande. C'est pour dire, les Congolais qui sont souples d'esprit comprennent déjà qu'il était question, comme l'autre marché était signé avec son prédécesseur, lui ne pouvait pas trouver son compte. Il fallait les rompre. Et quand il arrive, les mêmes marchés qu'il a rompus, il les renouvelle. Et en dehors de ça, pour vous montrer que le régime du citoyen Tshisekedi est un régime qui plonge le peuple dans la déception cruelle. Lorsque nous avons suivi Alinguete, il a eu à révéler à toute la nation, pas plus tard que la semaine qui est en train de s'écouler, que toutes les provinces sont dans les détournements. De manière express. Les journalistes lui ont posé la question, y compris le Haut-Katanga. Il a répondu par une réponse affirmative. Si réellement, toutes les provinces sont dans les détournements, y compris le Haut-Katanga, pourquoi tous les gouverneurs, y compris Kabila, ne sont pas en prison? Ils doivent être en prison, c'est ça la place. Rapidement. La place des détourneurs, c'est la prison. On ne peut pas prétendre avoir une bonne gouvernance selon l'IDPS avec des gouverneurs, avec des provinces dans leur quasi-unanimité qui plonge dans les détournements. Revenons à la question de Tony Mwamba. C'est pourquoi nous trouvons que ce que nous sommes en train de voir entre Alinguete et Tony Mwamba, c'est tout simplement quelque chose qui se vit sur tous les niveaux du pouvoir public avec le régime des citoyens Tshisekedi. Ça doit être compris comme tel. Et lorsque Aimé savait qu'ils sont dans ce qui n'est pas recommandé par les bonnes manières, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Kabouya pour, je ne sais pas, solliciter son arbitrage. Et après leur histoire, qu'est-ce que nous avons eu comme information? Un membre de l'IDPS bien identifié, qui va se permettre de se tenir devant la caméra et dire au monde entier comment l'affaire 12 millions de Veridos, non, l'affaire 2 millions de Veridos, l'argent du citoyen congolais, l'argent de la dame qui vend les lengalenga sombe matembele, Rapidement. l'argent de mes compatriotes
qui passent toute la journée sur les motos. On les prend, on dit 2 millions, c'est Veridos. On dit, dans les mêmes 2 millions, Alingati y était. 16 millions, c'est toujours l'homme de l'enseignement. Et l'UDPS, lorsqu'elle a l'affaire, pour elle, c'est une affaire de famille. Pour dire, Alingati, Azamana Tshisekedi, pour dire en français, c'est le fils de Tshisekedi. Et le ministre de l'enseignement, c'est le fils de Tshisekedi. Et cette histoire va se gérer en famille. Écoutez. Alors, vous avez pris 16 millions, et 30 secondes. 16 millions plus 2 millions, ça fait 18 millions du contribuable congolais. On nous dit que c'est une affaire interne de l'IDPS. Ça ne peut pas passer. Monsieur John, ça ne passera pas. Monsieur John, on va revenir à vous. Vous l'avez vu sur ce plateau, on s'est fait rejoindre, comme je vous l'ai dit, par Maître Khaled Banza. Maître Khaled Banza, tentative de détournement, John Alinghetti et Tony Mwaba. Une question, selon l'autre côté, ça énerve, et de l'autre côté, ce n'est que raisonnable de chercher à avoir une traçabilité dans cet argent qui devrait sortir du trésor public. Merci beaucoup pour cette question, Michael. C'est une question qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de l'argent de notre pays, l'argent du contribuable congolais. Et vous verrez, vous serez d'accord avec moi que mes deux co-débatteurs ne sont pas d'accord autour de cette affaire, puisqu'en fait c'est une nébuleuse, une affaire qui vient des officines de l'UDPS, le parti au pouvoir, et qui prête même à confusion. Je comprends la colère et l'énervement de John Bangou, c'est légitime, mais vous verrez ici que le nom Alinghetti est un nom qui ne cesse d'être cité. Alinghetti, IGF. Oui, mais quels sont ces rapports de l'IGF qui permettent à l'État d'avancer réellement, si ce n'est qu'un organisme de l'État qui semble être utilisé pour des fins politiques? Mais on va ici, John Bangou vient par exemple de citer le gouverneur Jacques Yabula Katoué comme ayant été cité par Alinghetti ou par l'IGF pour dire que ici dans le Haut-Katanga il y aurait une mégestion, une mauvaise gouvernance. C'est faux et archi-faux. Nous sommes tous dans la ville, nous voyons les actions du gouverneur de province. C'est un gouverneur qui fait moins de bruit que le précédent, mais c'est un gouverneur qui plutôt, pour lesquels plutôt les œuvres parlent. Et donc ici nous sommes en face de l'inspecteur général des finances, Jules Alinghetti, qui patronne ou qui chapeaute l'inspection générale de finances, qui est une institution de l'État censée auditer toute forme de gestion dans le pays. Mais nous sommes écœurés de constater que le temps qui est ce meilleur révélateur vient de nous donner raison, nous qui avions toujours été sceptiques sur tous les rapports qu'Alinghetti a fait. Nous avons même condamné plusieurs fois comment se fait-il que lorsque Alinghetti élabore un rapport qui concerne Etienne Longondo en pleine crise de Covid, où il y a des gens qui meurent, et que ce rapport fait état de plus de 6 millions de dollars détournés, mais comme Etienne Longondo est de l'UDPS, ce dernier n'est pas inquiété. Mais lorsque Alinghetti essaye de soulever un rapport autour de Boukangalonzo ou de la question de l'arianisation qui s'est passée il y a des années de cela, d'abord avec des faits peu probants, vous verrez que c'est tout le parquet qui se lève pour essayer d'inquiéter Matata Pogno qui, selon une certaine opinion, serait un potentiel candidat gênant pour 2023 en face de Tshisekedi. Et donc, est-ce que le peuple congolais peut encore faire confiance à cette inspection générale de finances, chapeautée par cet inspecteur général de finances, Jules Alinghetti, qui se fait convoquer par un secrétaire général d'un parti quelconque de notre pays qui est l'UDPS? Comment expliquer que l'inspecteur général de finances, qui contrôle les institutions qui sont dirigées par des individus qui appartiennent à différentes couleurs politiques, va se retrouver dans le bureau du secrétaire général Kabouya? C'est déplorable. C'est toujours l'UDPS dans tous les scandales de corruption depuis que Tshisekedi a commencé à gérer ce pays. 100 jours en site Caméré, mais l'UDPS aussi est là à travers la présidence. À travers le dossier Velidos, il y a une lettre du DIRCAB, du chef de l'État. À l'époque, c'était le professeur Eberand de Kolongele qui avait écrit
au ministère des Finances, ainsi qu'à celui de l'EPST, pour qu'ils puissent payer cet argent à Veridos, 2 millions de dollars congolais, pendant que dans notre pays, il y a des écoles qui n'ont pas de tableau, qui n'ont pas de banc, avec cette histoire farfelue de gratuité. Il y a des enfants qui étudient à même les sols. Il y a des enseignants qui ne sont plus à l'aise à faire convenablement leur travail. C'est ça le bilan de l'UDPS. Et c'est très déplorable d'écouter mon frère Siboaboua qui se vante, qui se pavane pour dire qu'ici dans notre pays, aucun ministre ne s'est jamais justifié. Mais il parle de quelle histoire? Les ministres se justifient auprès du Parlement, auprès des députés. C'est là que les ministres se justifient. À travers les questions orales, ils sont appelés, ils sont convoqués et ils se justifient. Cela a toujours été fait. Nous avons même suivi autour de la question de Minembwe. Azaya Soubero a été convoqué pour être justifié. Mais nous sommes en train de vivre la gestion d'un pays qui se gère à travers les réseaux sociaux et à travers les médiatisations de toutes les affaires. Avec un secrétaire général qui peut cracher sur l'église catholique, qui peut cracher sur tout le monde, parce qu'il appartient au parti au pouvoir. Nous pensons que ce pays, permettez-moi, nous pensons que ce pays n'appartient pas à Tshisekedi. On ne peut pas gérer ce pays autour du citoyen Tshisekedi. On doit se conformer aux lois et aux règles de ce pays pour que ce pays aille de l'avant. Merci. Alinguete ne nous inspire plus confiance, puisque c'est visiblement quelqu'un qui est proche de l'UDPS et qui n'a pas les mains libres, les mains liées. On va toucher à cette question de la crédibilité et même de la transparence de l'IGF. Une réaction à chaud avant de poser une autre question, mais permettez quand même que je la pose. Inspecteur général de finances, censé être comme une église au milieu du village, dans le bureau d'un parti politique, pour traiter un dossier dans lequel Tony Mwaba est cité. Merci beaucoup pour la question et merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez afin de faire l'éclairage utile. La photo qui a circulé, qu'on a fait circuler par le sous-traitant de mauvais gestionnaires dans les réseaux sociaux, relève d'une rencontre qui a eu lieu avant la sortie du gouvernement. Faux et archi-faux. Monsieur John Bango, avant la sortie du gouvernement Samara où le temps de prouver que c'est faux. Avec l'expérience du gouvernement Ilunga Ilukamba, l'UDPS et la direction politique nationale s'étaient vus dans l'obligation de solliciter un renforcement des capacités des probables ministres de l'UDPS au sein du gouvernement de l'Union sacrée afin qu'ils soient orientés dans la gouvernance par la méthodologie de vérité, de traçabilité et de transparence. Ça, c'est ce qui concerne la photo. Mais je vais revenir sur des choses qui ont été avancées, des faussetés qui ont été avancées par mes co-débatteurs. Je commence par Mbangu. Lorsqu'il parle de la renégociation, oui, dans notre philosophie de gouvernance, vous avez vu ici le président Tshisekedi arriver à Lubumbashi et dans le Lualaba. Il a parlé de la renégociation. Lorsque les contrats ont été mal négociés et dans les termes où la partie congolaise n'est pas gagnante, il est important lorsque vous avez de responsables consciencieux et souciés de la doctrine de gouvernance le peuple d'abord, ils doivent se tenir là et dire non. Voilà pourquoi le ministre Tony Mwaba avait refusé et ordonné que l'argent, le 2 millions, qui devrait servir à cette entreprise Veridos allemande, cette transaction a été annulée et l'argent retourné au trésor public. Pourquoi? Parce que dans ces clauses négociées par le ministre Willy Bakonga, il y avait une clause selon laquelle les cartes issues de l'identification des élèves, qui est une de retombée de cette opération, devraient être payantes. Or, dans la philosophie de la gratuité de l'enseignement du primaire, l'objectif a été de décharger le parent congolais de tout frais relatifs à l'instruction de leurs enfants du niveau primaire. Voilà pourquoi, ayant regardé cette arnaque, le ministre a tapé du poing sur la planche et a fait annuler ces contrats. Aujourd'hui, et d'ailleurs hier, il a reçu
le même responsable de cette société Pour renégocier les contrats. Pour renégocier les contrats dans les termes gagnant-gagnant. Je rappelle encore un autre exemple de la renégociation des contrats gagnant-gagnant. Rapidement, vous épuisez. Lorsque vous regardez la société chinoise qui avait l'exclusivité et les monopoles du barrage hydroélectrique d'Inga, un contrat arraché de Faï en 2018. Aujourd'hui, ce contrat lui a été racheté et on est en train de les renégocier avec les Australiens et les Canadiens. Je vous poser une question pour que vous chutiez. Pourquoi cette demande de Gilles Alinghetti au ministre de l'EPST de mettre cet argent à la banque ou bien dans le compte bancaire de ZIPP des différentes provinces devrait énerver le ministre de l'EPST? Et 16 millions. Ce n'est pas l'information qui a énervé le ministre. Voilà ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, l'IGF ne s'est jamais adressé au ministre de l'EPST Tony-Mwaba. Dans la correspondance, l'IGF s'adresse au comptable général de l'EPST. Mais qu'est-ce qui a été fait? Je vous ai parlé de l'activisme des sous-traitants des mauvais gestionnaires. Vous n'avez qu'à voir la réaction de M. Caleb Banza lorsqu'il parle du rapport de l'IGF que M. Bangwa a épinglé, qui atteste que la mauvaise gouvernance a élu domicile dans la quasi-totalité de nos provinces. Mais qu'est-ce que vous en voulez à l'IGF? L'IGF, j'apporte cette précision pour nos téléspectateurs. L'IGF est un gendarme de la bonne gouvernance. Il est un gendarme de l'UDPS. Monsieur Caleb, il fait ses rapports. Il fait ses missions d'audit. Il reçoit les ordres de fait ses rapports. Monsieur Caleb. Fait ses rapports. C'est ainsi qu'un partisan des mauvais gestionnaires s'agit sur un plateau lorsqu'on parle de la bonne gouvernance. Donc, je disais ceci. L'IGF fait ses audits dans les entreprises publiques, dans les établissements publics, dans le cabinet politique, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, lorsque l'IGF termine ses rapports, il est déchargé de sa mission. Il donne ses rapports à la justice congolaise. C'est pour cette raison, nous, au niveau de l'IDPS, mais également le président de la République, ne s'est pas montré molle sur ce terrain. Il a donné son coup de gueule pour dire qu'il n'est pas content du fait que notre justice est le ventre mou de toute notre administration. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapports de telle sorte que si la justice pouvait être même à 30% de ce qu'on espérait d'elle, messieurs, je vous dis qu'il n'y aura que pire fuite comme Kikayatine Kaloubi aujourd'hui, avec l'argent des cartes liées au présent, en parlant de... Merci. D'exil. Et donc, monsieur Bangou, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe entre le ministère de l'EPST et l'IGF, vous avez écouté les déclarations du ministre de l'EPST dans l'affaire des Ridos. La population doit-elle encore faire confiance à cette institution qui traque les malfaiteurs ou qui traque les prophètes de la mauvaise gestion? Les Congolais, depuis longtemps, depuis 2019, juste 2 ou 3 mois après l'avènement du citoyen Tshisekedi à la tête de la République, ont cessé de faire confiance. Et en citoyen Tshisekedi et en toutes les institutions que nous avons, au niveau national comme provincial. C'est pourquoi j'ai compris, pas seulement moi, les citoyens congolais qui nous suivent en ce moment comprennent qu'il est toujours difficile de défendre le mal. Il est toujours difficile d'être avocat du diable. On va nous dire ici que la rencontre à Linguette, Kabouya et les ministres de l'enseignement datait d'avant le gouvernement Sama. Nous avons suivi hier un journaliste d'investigation de renom dans ces pays, Sango, Israël, se repentir devant la caméra. Parce qu'il était le premier à donner cette information-là. Que la photo datait d'avant. Se repentir. Dire qu'il avait été induit en erreur. Par qui? Par l'IDPS comme dans ses habitudes. La photo ou encore la rencontre a eu lieu. C'était après le tournant qu'il y a eu dans les affaires IGF, enseignement. C'est en ce moment-là qu'on les a réunis. Ils nous ont donné même tous les détails. En dehors de cette histoire de la photo,
C'est pourquoi je dis, il est difficile d'être avocat du diable, surtout quand on a affaire à John Mbango. En dehors de cette histoire de la photo, la somme, lorsque nous faisons les calculs pour les paiements de 30 000 surveillants, en tenant compte de la sommité proposée à celui qui va toucher plus, 70 000 francs, c'est 1 50 000 dollars américains. Et le ministère de l'Enseignement a demandé 16 millions. Écoutez, et on défend ça sur ces plateaux. Nous sommes dans quel pays? On défend ça sur ces plateaux. Quel rapport y a-t-il entre 1 50 000 dollars et 16 millions de dollars? Et lorsque nous disons que ce régime est un régime qui amène les malheurs au peuple, nous avons raison de le dire. Lorsque, au niveau national, les gens comprennent que le système qu'on nous impose, c'est le pillage de l'argent du contribuable congolais. Ceux qui sont au niveau provincial, qu'est-ce qu'ils font? Ils emboîtent les pas. Restons dans la question de l'EPST. Mais c'est là où nous sommes. Nous sommes dans une question de détournement. C'est là où nous sommes. Restons dans la question de l'EPST. S'il vous plaît, ne nous perdons pas. S'il vous plaît, on ne se perd pas. Et on ne peut pas argumenter sur un sujet en parlant de simplement enseignement. Non. Les arguments doivent être étayés par d'autres matières conformes au sujet. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Pour dire que lorsqu'on veut tromper les Congolais, que l'UDPS est venu nous amener la bonne gouvernance, c'est tout simplement de la poudre aux yeux. De la mauvaise foi. Bien sûr. Et c'est raison d'ailleurs pour laquelle aucun citoyen conscient et consciencieux de cette République ne peut avoir confiance dans l'institution dont on vient de citer ici, IGF. Aucun citoyen. Parce que Tony nous a dit qu'il n'a pas confiance en l'IGF. Et l'IGF, selon aussi se dire, n'a pas confiance en Tony. L'IGF nous a dit qu'elle n'a pas confiance en la présidence gérée par les citoyens Tshisekedi. Et comment voulez-vous que les Congolais aient confiance aux institutions qui sont là en train d'œuvrer pour les malheurs du peuple congolais aujourd'hui qui meurt? C'est pourquoi, nous l'avons dit ici, nous avons des priorités dans ces pays. Lorsque vous consultez les citoyens là, tenez-vous avec les micro-baladeurs devant le portail du plus grand hôpital que nous avons à Lubumbashi, hôpital Saint-Louis. Ils vous diront que lorsqu'ils vont leur dire rentrez, allez ailleurs, parce que si les médecins sont en grève, ils ne sont pas payés. Vous avez un enfant, la grève a été déjà décrétée. s'il vous plaît, vous avez un enfant entre la vie et la mort. Un diffuseur de mensonges. Et vous êtes devant l'hôpital, on vous dit rentrez. Et quand je vous dis, vous savez, je n'aime pas parler de manière privée. Pour montrer à l'IDPS que les Il n'y a pas de grève de médecins que dans votre tête, M. Mbango. avocats du diable, je donne les cas privés. Cette semaine, Madame mon épouse Rapidement. va à l'hôpital Saint-Louis avec ma fille. À la réception, on lui dit, avec une note bien écrite, ici, les médecins sont en grève. Pour la radiologie, allez ailleurs. On a écrit là, allez ailleurs. Et au moment où ceux-là qui sont censés soigner les citoyens congolais sont en grève parce qu'ils ne sont pas bien traités. Et un simple monsieur se permet de surfacturer un service d'1 million à 16 millions de dollars. Et le monsieur est appelé roi sur ce plateau par l'IDPS. Écoutez, ça s'est craché sur les citoyens congolais. Allez, monsieur Mbango. Et ça ne peut pas passer comme ça. On va revenir à vous. Allez, maître Caleb Banza, c'est quand même aussi une question importante. Ne voyez-vous pas que l'IGF était en train d'accomplir sa mission, celle de traquer et d'avoir une certaine traçabilité dans certaines dépenses, parce qu'on ne peut pas sortir 16 millions et que ces 16 millions puissent marcher de main à main jusqu'à arriver au destinataire? Vous savez, chez nous en droit,
nous savons que la fraude corrompt tout. Nous aurions pu croire en cet inspecteur général de finances, en la personne de Jules Alinguete, qui est le patron de l'inspection générale des finances, s'il n'y avait pas d'accointance avec le parti au pouvoir qui est l'UDPS. Dans notre analyse critique, de temps en temps, nous avions eu à comprendre qu'en fait, l'IGF était en train de baliser le chemin pour l'UDPS. Vous verrez que ici, tous les directeurs généraux des différentes entreprises de l'État qui ont été mis de côté, pour des soi-disant rapports d'enquête de l'IGF, je cite ici le directeur général de la CNSS, le directeur général de l'INPP, le directeur général de l'OCC, l'ont été en fait pour permettre à des directeurs généraux AI, institués et envoyés par l'UDPS, de prendre le relais. Et donc ici nous sommes en face d'une stratégie politique qui laisse à désirer, qui en fait ne permet pas au pays d'aller de l'avant. Et c'est très déplorable. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IGF. Mais en fait, avec cette affaire de Veridos, qui m'a privé le sommeil, j'ai beaucoup regretté la nuit puisque notre pays, peu à peu, est en train de perdre même le peu qu'il avait. Aujourd'hui, l'UDPS et ce premier parti a accusé les autres comme depuis des années et ça continue. Mais nous avons vu Alinguete dans le bureau du secrétaire général Kabouya. Monsieur Sibouaboua est en train de prendre le peuple pour des ignorants lorsqu'il dit ici que Jules Alinguete a été invité par le secrétaire général Kabouya pour renforcer la capacité des probables ministres de l'UDPS. Si tel a été le cas, et qu'il y a réellement eu un renforcement de capacité, bizarrement, le seul ministre qui était là, en face du secrétaire général Kabouya, c'était Tony Mwaba. Mais alors, quel est cet impact de ce renforcement de capacité dès lors que le ministre concerné est présent, le formateur censé être l'IGF est présent, mais nous nous retrouvons en face d'un scandale de détournement probable de 2 millions de dollars et certains parlent aussi du détournement de 16 millions de dollars pour payer la prime des enseignants qui ont surveillé le TENAFEP. Toujours l'UDPS. C'est très déplorable. Et aussi, l'autre hypothèse, comment est-il possible que l'IGF, qui n'a pas cette faculté d'être une institution pour former les ministres, si même on peut ajouter cette prérogative à l'IGF, pourquoi ce n'est pas Kabouya, puisque c'est lui qui a besoin du service de l'IGF? Pourquoi ce n'est pas Kabouya qui va dans son bureau, mais c'est l'IGF qui va dans le bureau de Kabouya? Nous avons vu dans ce pays des gouverneurs aller devant l'IGF pour présenter des rapports. Mais comment aujourd'hui, c'est Kabouya, un individu quelconque, puisqu'il est secrétaire général d'un parti politique, qui va recevoir cette autorité du pays? C'est une forme de relation de subordination. Pour prouver ici, en fait, que celui qui vous reçoit est plus pondéré que celui qui est reçu. Et donc, ici, on peut penser que l'IGF prendra des ordres qui viendront de Kabouya. Ce qui peut même expliquer pourquoi Etienne Ilongondo, qui aurait détourné 6 millions de dollars pour la gestion de la crise Covid, n'a jamais été inquiété à ce jour. Et Etienne Ilongondo est de l'UDPS. Mais c'est ce même parti politique qui accusait hier le FCC, qui a accusé hier Vital Kamerhe, qui a accusé hier Ensemble de la République, pour la République et Moïse Katumbi. Et c'est ce même parti politique, comme un ministre de l'UDPS est touché, qui expose pratiquement l'inspecteur général de finances, qui est visiblement, au regard de la photo que nous avons vue tous, à leur solde. Et on va parler de mégestion dans ce pays. Est-ce qu'on peut parler de bonne gouvernance lorsque même dans ce même pays, le président de la République avait reconnu que la rétrocommission est légale dans notre pays? C'est ça le bilan de l'UDPS, c'est ça la mauvaise gouvernance de l'UDPS. Bon. Et nous pensons que c'est déplorable. Le peuple congolais doit ouvrir ses oreilles, doit ouvrir les yeux pour savoir que c'est lui qui a le véritable pouvoir et c'est lui qui va décider du sort de l'UDPS dans les échéances électorales prochaines. Simon Wakam, votre conclusion sur cette première thématique rapidement, vous avez 45 secondes, exactement. Sur cette première thématique,
je dis ceci, que si aujourd'hui, les tentatives de détournement sont révélées, si aujourd'hui, les détournements avérés sont portés à la connaissance de notre peuple, c'est grâce à la bonne gouvernance prônée par Félix Tshisekedi. Hier, lorsqu'on parle de 6 millions, comment M. Banza a su qu'il y a eu 6 millions de Covid qui ont été détournés? C'est grâce à l'IGF. Ce ne sont que des affirmations. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ça conclusion. Lorsque, aujourd'hui, Bangou parle de 1,1 million, ce qui sont des chiffres totalement malhonnêtes, infondés, qui ressemblent à la rhétorique de Mafayoulou, qui est son leader. 1,2 million. C'est vous qui parlez que sur les états, vous allez suivre la diffusion que vous parlez de 1,2 million. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. On conclut la première thématique. Pour passer Vous à êtes autre chose. beaucoup trop agité. S'il vous plaît. Alors, je vais Rapidement. vous dire ceci. 20 secondes. Si aujourd'hui, les malversations financières sont portées à la place publique, c'est par la volonté du président de la République, chef de l'État, et par la gouvernance de l'IDPS. Si aujourd'hui, l'inquiétude que nous avons, moi personnellement, c'est de voir que la justice ne fait pas bien son travail dans ce pays. Parce que si la justice faisait bien son travail, les partisans, les sous-traitants des mauvais gestionnaires, les défenseurs des mauvais gestionnaires ne pouvaient pas venir nous larguer le peuple congolais. Merci. Sur des plateaux de télévision. Merci. C'est parce que la justice est en train de faillir que ces partisans des malgouvernants sont en train de bomber la torse, ce qui est inacceptable et inadmissible. Simon Wakem. John Bangou, 45 secondes. Vous ne pensez pas que cette notion de la redevabilité vis-à-vis du peuple, c'est aussi un avantage de ce régime en place? Votre conclusion, 45 secondes. C'est un avantage lorsque nous sommes en face d'un régime responsable qui respecte le peuple. Mais lorsque nous sommes dans un régime qui incarne les malheurs du peuple, c'est un désavantage. Parce que tout va se régler en famille, comme ça s'est dit. 18 millions de dollars du peuple congolais va se régler en famille. La famille, c'est quoi? IDPS. Je n'ai pas parlé ici de 1,2 million. Je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. Lorsque nous faisons les calculs, je comprends que l'IDPS n'a jamais eu l'information. Ce sont des gens qui se réunissent régulièrement sous les manguets, où ils parlent sans chercher l'information, la vraie. La vraie information, c'est laquelle? Le ministère avait besoin de 30 000 surveillants. Celui qui était censé toucher le plus, il fallait au moins 70 000 francs congolais pour dire 70 000 francs. Et lorsque nous prenons le plafond, 70 000 multiplié par 30 000, il est question d'1 500 000 dollars américains. La demande qui a été faite par le ministre de l'Enseignement, qui est de l'IDPS, est de 16 millions. Quel rapport y a-t-il entre 1 500 000 dollars et 1 50 000 dollars et 16 millions de dollars américains? Vous trouvez que l'écart est presque de 15 millions de dollars américains. Et on veut défendre ça sur ces plateaux. L'argent qui a été demandé n'est pas l'argent de surveillance seulement, mais de l'organisation de l'ensemble. Voilà la condition dans laquelle vous vous êtes. S'il vous plaît, lorsque vous avez le 45 secondes. Le document ne parle pas des informations sous les manguets relayées sur ce plateau par l'IDPS. Je suis obligé de le reprendre document la vous parle parole. de ce que j'ai dit. Vous avez vos 45 secondes. Et nous relayons les infos du Conclusion, manguet. rapidement. Merci beaucoup. Je suis à l'aise puisque chez nous au FCC aujourd'hui nous sommes du côté du peuple et que le peuple qui avait été induit en erreur par cette opposition jadis de l'UDPS se rend compte que le véritable démon de l'histoire de notre pays se trouve à l'UDPS. De Mobutu à aujourd'hui, le véritable démon se trouve à l'UDPS. Et lorsqu'on parle des mauvais gestionnaires, les mauvais gestionnaires, ce sont les gestionnaires incompétents qui abusent du pouvoir qui leur a été conféré. Aujourd'hui, dans notre pays, sur toutes nos 4 institutions, la seule institution qui use mal le budget qui lui a été confié, c'est la présidence de la République, avec des dépassements de plusieurs dizaines de millions chaque mois. Et là, nous savons que la présidence de la République est gérée seule par l'UDPS. Nous pouvons comprendre que l'UDPS est le véritable cancer de la bonne gouvernance de notre pays. Allez, touchons maintenant à notre deuxième thématique qui concerne la question des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. J'aimerais bien commencer avec vous, monsieur John Bangou. 48 heures des délais accordés aux confessions religieuses pour trouver un consensus.
visiblement, elle ne parle toujours pas le même langage. Les CC et l'Église catholique continuent à garder leur position. Il y a aujourd'hui les autres qui sont en pleine conférence de presse, qui veulent porter probablement Denis Kadima à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Comment vous comprenez que malgré l'on donne cette chance aux chefs de confession religieuse de se réunir et de parler le même langage, elles n'arrivent toujours pas, les confessions religieuses, à trouver une solution qui va enchanter le peuple? Vous savez, cette question est tellement pertinente et par rapport à la façon dont la situation évolue, on comprend qu'il y a les tireurs de ficelles. Les 6 qui ont une très mauvaise réputation dans cette République, parmi elles, comme confession religieuse, il y en a qui se sont mis même à dénoncer, qui avaient pression mise sur elles. Et ils avançaient même un nom, qu'on leur disait Kadima ou rien. Et ils donnaient même certaines révélations. Il y a des personnalités bien connues, alliées au régime en place, le régime du malheur, qui étaient là en train de mettre pression sur elles. Pour que Kadima. Et c'est là que le peuple a compris que non, Kadima doit être un enfant issu de la grossesse du régime en place. Là que la Mouka a compris. Le peuple. Et d'ailleurs, la Mouka n'est pas partie prenante parmi les confessions religieuses. La Mouka n'est pas partie prenante. Le peuple a compris. Lorsque nous avions à l'époque réquisé Malonda, les mêmes 6 avaient porté encore Malonda comme leur bébé. Et c'est les mêmes deux, catholiques et SCC, qui sont là comme sentinelles de la République, qui avaient à l'époque dit non à Malonda. Au moment où les 6 étaient d'accord. Et quand catholiques et SCC disaient non, c'est là aujourd'hui qui insulte l'Église catholique, la Sainte Église catholique, était en train de dire à travers les médias que rien que l'Église catholique et l'SCC, c'était déjà plus de 90% des fidèles ou croyants en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on ne comprend pas comment les mêmes veulent changer de langage et avoir d'autres lunettes pour dire que non, c'est les 6 autres là minoritaires. Et là, on comprend que Kadima en question, c'est un pion qui a été lancé par le régime décadent en place. Okay. Et ils ont compris que, en toute honnêteté, vu la déception face à laquelle le peuple est du régime de Tshisekedi, ça ne peut en aucun cas, même par la puissance de nos ancêtres, ou encore la magie blanche, soit par la prière sainte, faire que Tshisekedi passe en 2023, ça ne passera pas. Ok. Ils ont compris cela, ils vont passer par la tricherie. C'est pourquoi les peuples se prendront en charge. Maître Caleb, si on interroge un peu l'histoire, tout le processus électoral que l'on a eu en République démocratique du Congo, les présidents de la CENI sont venus de ces 2 confessions religieuses aujourd'hui qui font pratiquement route seuls ou à 2. Est-ce que doit-on leur faire confiance, puisqu'on sait que quand elles organisent les élections avec cette candidature ou avec la présidence de la CENI, il y a toujours de protestations. Oui, comme vous parlez de l'histoire, effectivement, il faut bien l'interroger. Et lorsque j'interroge cette histoire de la vie électorale de notre pays, vous conviendrez avec moi que l'Église catholique, pour tous les processus électoraux que nous avons eus, l'Église catholique s'est toujours opposée à toutes les désignations qu'il y a eu. C'est que toutes les élections telles qu'elles ont été organisées à ce jour ont été faites sans l'Église catholique. On peut parler ici de l'abbé Malou Malou, qui était un catholique, mais ce n'était pas un catholique désigné par l'Église catholique. Lorsqu'on parle de l'Église catholique, on voit un peu derrière cette Église, l'Église mère d'ailleurs, comme les catholiques le disent, moi je ne le suis pas, mais je les comprends, ici une Église qui est stable, qui est pratiquement la principale Église qui a doté à ce pays toutes les meilleures écoles dans tout le territoire national. Vous allez à l'est du pays, au nord, au sud, à l'ouest, l'Église catholique est présente
comme étant la meilleure formatrice de plusieurs générations. Et c'est cette église, lorsque elle parle, il faut l'écouter. Mais nous sommes surpris de constater qu'à l'UDPS, le secrétaire général de l'UDPS, encore une fois, vous allez comprendre avec moi que l'UDPS est un peu le dénominateur commun de tout scandale politique que nous cessons de vivre dans notre pays. Heureusement que le peuple congolais devient de plus en plus mature et se prendra en charge. Vous allez constater que l'UDPS, à travers son secrétaire général, Augustin Kabouya, a craché sur le cardinal Ambongo autour de cette question. Et si on interroge l'histoire, vous, les FCC, vous avez combattu la même église. Avec le Ils les ont y compris assassinés dans les églises. Il ne faut pas dire qu'ils ont combattu. Seuls les imbéciles ne reviennent pas. Ils ont assassiné. Sur les erreurs. Le FCC, par exemple, ici, n'a jamais combattu l'Église catholique. Ils n'ont peut-être jamais été d'accord, puisque je rappelle que le FCC est né en 2018. Ils n'ont peut-être pas été d'accord, mais le FCC n'a jamais manqué du respect à un abbé d'une quelconque église que ce soit. Le FCC a toujours eu du respect pour toutes les personnalités. Le FCC, à travers ses leaders, ne s'est jamais mis là à proférer des insultes envers les autorités ecclésiastiques. Seul à l'UDPS, nous voyons un parti politique qui est au-dessus même de la morale pour s'attaquer même aux églises. Maître Caleb, on vous donne 48 heures pour vous mettre autour d'une même table. Mais ces églises, ou bien toutes les confessions religieuses, ne veulent toujours pas se mettre autour d'une même table. Oui, vous verrez avec moi ici que nous sommes en face d'un parti politique qui manipule même le nouveau président d'un parti politique. Non, je suis dans une logique cartésienne. Le président Bosso, le 12 août 2021, met en place une commission, la commission paritaire. Cette commission paritaire, le FCC décline et refuse de participer à cette commission, puisque cette commission ne respecte pas la logique légale, en ce sens qu'elle ne permet pas à ce que la procédure du consensus ne soit pas respectée. Le FCC refuse de participer et Ensemble aussi refuse de participer à travers ces regroupements AMK et MMSG7 de participer à cette procédure. Heureusement, le président Bosso, qui d'ailleurs est très zélé, revient sur sa décision, puisque sans la participation du FCC, qui est l'une des composantes importantes, dans ce sens que le FCC est une force majeure de l'opposition, cette procédure n'allait pas évoluer. Et donc ici, le forcing que l'UDPS veut faire à travers son président Bosso, qu'il maîtrise au nom de l'Union sacrée, est un forcing qui risque de mettre le pays en péril. D'où le fait que les églises catholiques et ECC appellent à l'arbitrage du président de la République aujourd'hui en sa qualité, non d'homme politique, mais du président de la République. En tant que tel, il a une obligation constitutionnelle qui est celle d'être le garant du bon fonctionnement des institutions et être le garant de l'unité nationale. Et là encore, nous espérons que autant Tshisekedi avait renvoyé la désignation autour de l'affaire Malonda, il en fera de même pour que ce pays puisse bénéficier d'un processus crédible comme nous l'avons vu dans notre pays voisin qui est la Zambie. Vous voyez aussi la responsabilité de l'IDPS qui cherche à tirer de ficelle dans cette affaire de la désignation des animateurs de la CENI, plus singulièrement du président. Merci beaucoup, M. Michael. Je peut-être le malheur d'être à côté de mes co-débatteurs qui sont les ressortissants de petits partis mallettes. Le qui, peuple a aussi le malheur d'être d'être géré par l'IDPS. Tshisekedi. Ils sont s'il vous plaît, comme des souris naines face à un baobab dont ils voient l'ombrage partout. Je comprends pourquoi, au regard de la petitesse de leur formation politique d'où ils ressortent, ils voient l'UDPS et les gros arbres qui fait ombrage de partout. Je peux comprendre leur inquiétude. C'est pour cette raison, ils n'ont même pas eu le temps de répondre à la question et d'aborder la question de confession religieuse parce que pour eux, et dans leur idée, et dans leur pensée, ils ne voient que l'ombrage de l'UDPS. L'UDPS n'y est pour rien. Je vais relever deux aspects de choses plus directement pour balayer cet argument mensonger auquel s'attachent certains mal positionnés. Pourquoi le président Tshisekedi avait rejeté l'entérinement
que l'on a qualifié de fraudulé de Ronsard Malonda. Un, parce que cet entérinement était fraudulé. Fraudulé en quoi? Aujourd'hui, M. Caleb vous parle d'une commission paritaire. Posez-lui la question. Dit-on de Mabunda, il a existé une commission paritaire? Non. Deuxième chose, on nous parle de 6 confessions religieuses. Qu'on nous pose la question, qu'on nous dise qui avait parrainé la candidature de Ronsard Malonda lors des tractations passées par les confessions religieuses. Aucune confession religieuse. C'est pour cette raison, lorsqu'elles ont été reçues, c'est toutes les confessions religieuses qui ont été reçues par le président Tshisekedi, non pas seulement les deux. Pourquoi? Ni les kimbanguistes, ni la communauté islamique au Congo, ni encore les indépendantistes, personne n'avait reconnu avoir parrainé la candidature de Ronsard Malonda. Troisième chose, il y avait des manifestations monstres à travers la République. Ici à Lubumbashi, nous avions enterré 6 combattants tués à bout portant au centre-ville de Lubumbashi. Ce sont ces 3 choses, 3 raisons principales majeures, qui avaient milité pour que le garant du bon fonctionnement des institutions, face à une violation flagrante du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et du trouble à l'ordre public qu'avait engendré cette violation et cet entérinement fraudulé, avait pris ses responsabilités. Mais aujourd'hui, quel est le véritable problème? Le problème de confession religieuse réside dans la compréhension tronquée du mot consensus. Le mot consensus est défini dans la charte de confession religieuse, à son article 17. Il est dit, lorsque ils sont appelés à désigner le deux membres, parce qu'aujourd'hui, la loi est claire, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI responsabilise les confessions religieuses à donner à la plénière de la CENI, en dehors du camp du président, de la personne du président de la République, du président de la CENI, un membre de la plénière. Autrement dit, lorsqu'ils seront en train de parler, de cogiter autour de la désignation de des personnalités, leur charte est claire à l'article 17, s'ils ne se mettent pas d'accord de manière consensuelle, où tout le monde est d'accord sur une seule personne à occuper tel ou tel autre poste, la charte leur recommande de passer au vote. Nous sommes partisans de la légalité. Nous sommes partisans. C'est pour cette raison, lorsque la légalité avait été trahie du temps de Ronsard Malonda, je l'ai bien souligné, l'UDPS a haussé le temps, non pas pour soutenir les catholiques. Il faut faire la différence entre les catholiques et la SEMCO. L'Église catholique n'a mandaté personne pour aller représenter, afin de désigner un président de la CENI, mais la SEMCO, c'est elle qui est concernée. Et vous savez que la SEMCO, dans ce pays, elle n'est pas neutre. Nous savons qu'elle avait bénéficié des 40 smartphones de la MOCA aux élections de 2018. Son l'arrivée inconnue, et Kamita, tout l'avait chargé sur TV5 Monde, et tout le monde le sait. Et donc, lorsque nous avons en face de nous des gens qui ont une moralité douteuse, parce que lorsque vous êtes un père d'église, vous mentez sur la place publique. Kamitatou et Cholet nous avaient montré, c'était un bel exemple de la contradiction de Mafié. Et donc, je vais chuter en disant ceci. La plus meilleure des choses que les confessions religieuses, de la honte, parce qu'il faut le dire, peuvent faire, c'est se plier à la légalité. Comment ils peuvent revendiquer l'état du droit, le respect de la règle, de la norme, alors que entre E6, entre E8, L8, si je peux le dire comme ça, au lieu, faute de consensus, leurs dispositions les recommandent de passer au vote. Merci. Ils se refusent de passer au vote parce qu'ils ne sont pas démocrates et parce qu'ils sont anarchistes. Et dans leurs intentions, c'est de jeter les discrédits et les doutes sur les avantages du processus électoral. Mais nous disons ceci, avec ou sans aide, le processus va aller de l'avant parce que nous tenons à l'organisation des élections d'ici à 2023. On va écouter les autres. Monsieur John Bangou, ça sera votre conclusion. Vous répondez à cette question. Je vous regarde droit dans les yeux. Est-ce que vous êtes conscient que confession religieuse, la classe politique, je peux dire toute la société civile, aujourd'hui vous bloquez la machine de l'organisation des élections en 2023? Je vais associer votre question à la question que s'est posée mon co-débatteur de l'IDPS. Il s'est posé une question très pertinente. Il dit, quel est le véritable problème?
dans tout ça. Et les Congolais qui nous suivent en ces moments savent que ce soit sur le plan de la première thématique ou encore sur la deuxième, C'est votre conclusion. relative au choix du président de la CENI. Le vrai problème que nous avons, c'est le citoyen Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est pourquoi nous ne sommes même pas d'accord avec nos pères spirituels lorsqu'ils proposent ou ils se disent qu'il faut que Tshisekedi intervienne comme arbitre. Mais écoutez, comment lui, citoyen Tshisekedi, étant problème majeur de la République, peut-il être au même moment solution au même problème? Monsieur John Bango, pardon. Aujourd'hui, vous avez, s'il vous plaît, vous avez Il aussi fait appelé à la l'implication du président de la République pour résoudre cette question. Non, écoutez. Nous sommes en train d'y aller par une analyse logique. Monsieur, ou encore le citoyen Tshisekedi, est appelé à être candidat président. Il a déclaré à la poste de Lubumbashi qu'il sera candidat président en 2023. Et pensez-vous qu'étant candidat président de la République en 2023, il peut avoir un avis impartial sur le choix du président de la CENI? En tant que garant de la C'est nation. pourquoi nous, comme citoyens congolais, d'ailleurs, avons trouvé que les gens abusent de certaines dispositions constitutionnelles et nous sommes en train de construire une proposition de loi qui va délier le président de la République de certaines prérogatives. Entre autres, arbitre ou encore d'arrangement fonctionnel des institutions. Ça doit prendre fin. Parce qu'il utilise cette prérogative-là comme épée, il l'a fait, pour menacer les députés et les avoir contre leur gré. Et nous allons mettre fin à ça. Et c'est pourquoi on s'est dit, étant appelé à compétir avec nous, les citoyens Tshisekedi sera candidat comme John Mbango à la République démocratique du Congo. Et pensez-vous qu'il va avoir un regard maître sur le choix des membres de la CENI? Non. Il cherchera quelqu'un qui peut garantir sa victoire. Et surtout qui sait qu'il a énervé le peuple depuis qu'il est là, avec le bilan qui est totalement mortel. Et par rapport à ça, même quand on dit on va aller le voir, je comprends. C'est tout simplement la diplomatie utilisée par nos pères spirituels avec qui je dois beaucoup de respect. Mais en homme libre et citoyen de la République, je m'oppose catégoriquement à cette démarche. Et la vraie solution viendra du peuple lui-même quand il va se prendre en charge à travers les manifestations pacifiques que nous avons lancées anticipées. Oui, merci beaucoup. Vous n'allez pas aussi me déclarer que vous serez candidat en 2023? Non, pas du tout. C'est de la comédie, monsieur John Bango. Cette prétention, en tout cas, je suis différent de vous qui se réunissez sur les manguets. Vous ne me retrouverez jamais sur les manguets. Jamais. Nous étions en train de suivre notre co-débatteur Siboibois qui a beaucoup parlé pour conclure et dire qu'avec ou sans confession religieuse, ils avanceront pour aller à cette élection. C'est pourtant lui qui, quelques minutes avant, parlait de l'égalité. Et donc, c'est pour dire ici, s'il faut avancer sans confession religieuse, ça veut dire que l'UDPS est prêt à tout. Même à écraser la loi et même la Constitution, encore une fois, pour avancer dans leur besogne politique. Nous avions plusieurs fois, nous, FCC, dénoncé les plusieurs violations constitutionnelles que l'UDPS a commises à la tête de ce pays. Et aujourd'hui, que le peuple congolais soit très attentif pour décider du sort de ce parti politique qui devient un danger pour l'avenir du peuple et pour l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, l'UDPS qui vient d'accéder au pouvoir avec une minorité parlementaire qui se considère comme un grand parti politique, le plus grand de ce pays, devient de plus en plus prétentieux et je pense que le seul rempart, c'est le peuple, puisque c'est lui, à travers l'article 5 de la Constitution, qui est le véritable souverain. Et donc, ici, nous sommes très clairement en face d'une question d'ordre politique à travers laquelle l'union sacrée dirigée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut en quelque sorte museler le processus électoral de sorte à ce que la désignation des membres de cette centrale électorale lui soit favorable. Et ça, nous n'accepterons pas et nous encourageons
les responsables des églises ou des confessions religieuses à se concentrer, à se concerter en toute humilité et en toute conciliation autour d'un consensus, puisque c'est la meilleure des résolutions, de sorte à ce que notre pays aille de l'avant et que nous puissions bénéficier d'un véritable processus électoral consensuel et crédible, comme nous l'avons vu en Zambie, où un président de la République a fait un seul mandat et le peuple a décidé de son départ ensuite. Et nous espérons aussi que dans notre pays, nous le vivrons. La véritable réponse, je réponds à la question que John Mbangou n'a pas répondu. Aujourd'hui, l'ensemble de notre peuple peut constater avec étonnement que la SEMCO, la mouvance, la Mouka extrémiste, selon les propos de Donatien Chola, de Faloulou, que John Mbangou représente sur ce plateau, les FCC mis en perdition par le déboulonnage du système dictatorial. Un déboulonnage qui ne profite qu'à la présidence de la sous-segment avec des dépassements de plusieurs millions. Sa conclusion, on a engagé notre regroupement, notre plateforme politique. Ces sous-petits ensembles ont une seule vision. La SEMCO, ayant reçu une dotation de 40 000 smartphones et a échoué à imposer un dialogue politique avec sa rhétorique chanson honteuse de vérité des urnes, elle s'est dit, on les aura au tournant, au jour de la désignation du président de la CENI, on va mettre nos tests qui nous régissent des côtés pour faire ombrage de telle sorte que on arrache un dialogue politique afin de remettre les compteurs à zéro et former une sorte de gouvernement d'union nationale afin qu'il n'y ait pas des élections en 2023. Le peuple congolais doit être vigilant parce que les gesticulations du FCC, les gesticulations des extrémistes de la Mouka et de la SEMCO ne visent qu'une seule chose, la peur de maintenir ce rythme des élections à bonne date et dans les constitutionnels. Et là, nous, des personnes, nous allons faire les élections en 2023. Merci à John Mbangou, merci à merci à Thilo, chers téléspectateurs, merci également pour votre fidélité et auditeurs, vous étiez 2 milliers à nous écouter. On va se retrouver au prochain numéro de Cartes sur table. Au revoir. Merci beaucoup.